Donc j'avais prévu de réexpliquer ce qu'est Second Climat, mais je pense que vous le savez tous. Ce qui est important, c'est pour resituer notre université d'été, 15e. La mission qu'on s'est donnée, je dis ça pour Christophe Moisseau et pour le rappeler à tout le monde, en fait c'est de faire deux choses sur la base de nos fondements qui sont le changement climatique et les réponses basées sur la technique et les réalités scientifiques face à ça. On se donne deux objectifs, c'est de construire de la connaissance et de diffuser de la connaissance. Donc les universités d'été, on est dans construire de la connaissance. Donc on essaye de faire le tour d'un des aspects de la question du futur énergétique, ce qui nous amène à faire nos publications ultérieures et ce qui nous a permis par exemple de construire le livre blanc qu'on avait construit à l'occasion de la dernière élection présidentielle. On a donné un certain nombre de points de vue. Donc juste pour resituer les années passées, on a fait des universités sur les grands domaines d'émissions de gaz à effet de serre, on a fait sur les transports, on a fait sur le bâtiment, on a fait sur l'agriculture. L'an dernier, on avait le très beau sujet de l'eau et de la ressource en eau dans tout ce contexte. Et cette année, donc, on est sur les matériaux de la transition. Et le sujet de la conférence qu'on a demandé à Christophe Moisseau, c'était les matériaux critiques, le nouveau défi des économies bas carbone. Je me suis pas trompé. Donc on a déjà eu un certain nombre de panoramas d'ensemble pour resituer, en particulier avec Olivier et aussi avec d'autres. Je pense qu'on va en avoir un nouveau avec une nouvelle façon d'aborder la question. Et finalement, moi, la question que je poserai en introduction, en remerciant d'abord, et c'est le plus important, Christophe Moisseau d'être avec nous. Il va se présenter lui-même, et c'est le directeur scientifique du PRGM. Et j'ai déjà entendu sur le sujet, il ne le sait pas, mais je l'ai déjà entendu sur Internet, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de matière dans sa présentation, et vous n'allez pas être déçus, ça c'est clair. Donc finalement, ce nouveau défi de la transition et des économies bas carbone, alors finalement c'est menace ou opportunité, finalement, c'est un peu ça. Et comment on éclaire le futur? Parce que depuis le début de cette université, on a des présentations et des moments un peu plombants, pour tout dire, qui nous montrent que la situation est quand même très très compliquée. Et puis on a des moments plus d'espoir et de vision plus positive du futur. On sait bien que tout ça est vrai, que tout ça, le futur c'est un équilibre de tout ça. Donc c'est un peu la question que j'avais envie de poser en ouverture. Et merci d'abord d'être là. Et la parole est à vous. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. D'abord parce que ça me ramène aux dizaines d'années que j'ai passées ici à Saclay, puisque j'ai passé la majeure partie de ma carrière en fait au CEA avant de rejoindre depuis 3 ans le PRGM. Et donc j'ai eu évidemment l'occasion de côtoyer de près l'ensemble des questions de l'énergie par différents aspects, que ce soit le cycle du combustible, que ce soit les problématiques de ressources, de recyclage, puisque j'ai aussi travaillé à Marcoule avant maintenant d'en arriver aux questions des ressources minérales. Donc avant de rentrer dans le cœur de mon exposé, peut-être un petit mot pour vous dire qui est le BRGM, parce que l'expérience montre que vous connaissez sûrement par un sujet ou un autre, mais pas forcément de manière un peu globale. Donc on est un établissement public EPIC, qui a donc un peu plus de 60 ans. On assure une triple mission de recherche, d'appui aux politiques publiques et également de soutien aux entreprises, avec à côté de ce triptyque un rôle tout particulier de gestion des anciens sites miniers français, qui n'est pas une mince affaire. Et donc c'est un établissement qui fait 1 millier de salariés et qui est aujourd'hui positionné sur 6 grands thèmes. Donc le premier, c'est tout ce qui concerne les risques et l'aménagement du territoire, comme vous voyez à droite, risques naturels, risques anthropiques, risques miniers, etc. Le deuxième, c'est la gestion des eaux souterraines, et je pense que vous avez pris l'habitude depuis quelques mois de suivre nos cartes de suivi des nappes phréatiques qu'on publie tous les 15 jours, la prochaine étant demain. Troisième sujet autour des données numériques, parce que la géologie, les sciences de la Terre sont une science agrégative, et donc on a un gros enjeu autour de ces questions-là, avec tout ce que peut nous apporter la science de la donnée aujourd'hui. Les ressources minérales, qui est un sujet qui faisait partie, qui était en fait le cœur de l'activité initiale du BRGM, mais sujet dont on a été amené à nous éloigner pendant pas mal de temps, j'y reviendrai, du fait de la désindustrialisation de la France. Ressources minérales qu'on regarde à la fois d'un point de vue recyclage, économie circulaire, mais aussi ressources primaires,
Évidemment, tout ce qui est géologie, connaissance du sous-sol, ça va de soi. Et puis enfin, l'usage du sous-sol pour la transition énergétique, qui là aussi est un sujet qui reprend beaucoup d'importance, en particulier autour de la géothermie, des stockages de chaleur, etc. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais on a donc un rôle tout particulier d'appui aux politiques publiques en tant que service géologique national, et donc d'éclairer justement les différents débats qu'on peut avoir. Et vous voyez qu'au vu de nos missions aujourd'hui, beaucoup de nos sujets sont sous les feux de l'actualité. Alors, en réponse aux questions effectivement qui m'ont été posées, je vais vous proposer un panorama un peu d'ensemble, très clairement qui rejoindra une partie, je pense, de ce qu'a pu vous raconter déjà Olivier Vidal. Donc en rappelant un peu finalement pourquoi on va vers un monde qui est de plus en plus gourmand en métaux, en ressources minérales, d'où ça nous vient, quelles sont les spécificités du marché, ou en tout cas des chaînes d'approvisionnement des ressources minérales, qui sont bien différentes de ce qu'on peut connaître sur le gaz et le pétrole, qui a quand même structuré notre pensée depuis un bon siècle. Quelles sont les solutions possibles pour essayer de sécuriser finalement nos approvisionnements dans ce contexte-là? Et puis, quand on parlera de mines, évidemment, et de la réouverture de mines, je ne pouvais pas aborder ces sujets sans parler également de la thématique de la mine responsable. Donc, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ça peut être une réalité qui est évidemment un enjeu important face à une question d'acceptabilité qui, je crus comprendre, avait soulevé pas mal de débats il y a ça quelques heures. Mais on pourra en reparler. Alors, premier point, sur notre besoin en métaux dans le monde de demain, où on voit que finalement on est en train de passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux et en ressources minérales. Alors d'où ça nous vient? Je pense que c'est des sujets que vous connaissez bien, mais vous savez bien qu'on a à déployer une transition énergétique, une transition écologique importante pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et maintenir du coup le réchauffement climatique dans une gamme de températures qui soit, je dirais, le plus acceptable possible. Et vous savez tous, vous avez ici les résultats du dernier rapport du GIEC de cette année, que les tendances sur lesquelles on va aujourd'hui sont des tendances qui, sans accélération très notable de la décarbonation, vont nous mener vers des augmentations de température conséquentes autour de 2 voire 3 degrés très largement sur le territoire national. Et ça, c'est lié pour l'essentiel, comme vous le savez, à notre mix énergétique. À l'échelle mondiale, là je ne le présente pas à l'échelle nationale, et notre mix énergétique, si on le représente en fonction de son intensité carbone, que vous avez sur l'axe des ordonnées, donc plus une source d'énergie est haute, plus évidemment elle émet de CO2, et puis également en fonction de sa capacité à produire, en fonction du besoin, ce qu'on appelle le facteur de capacité. Là, vous voyez qu'elle est dominée évidemment par aujourd'hui les énergies fossiles, que vous voyez tout en haut à droite, qui se caractérisent par des émissions carbone importantes, et qui se caractérisent aussi par une grande disponibilité, ce qui évidemment permet de répondre à la demande finalement, quelle que soit la période du jour, de la nuit ou de la saison. Et puis à côté de ça, on a évidemment des énergies soit nucléaires, qui est à bas niveau d'émissions de CO2, soit les énergies renouvelables, mais qui se caractérisent par des facteurs évidemment de capacité beaucoup plus faibles. Et donc l'enjeu évidemment de la transition qu'on cherche à déployer, et qui est aussi exigeante, c'est de diminuer autant que faire se peut donc, ces énergies fossiles, de manière à redéployer donc, nos approvisionnements énergétiques vers ces sources décarbonées, avec évidemment une question nouvelle du coup qui émerge, qui est la question de l'intermittence, de la capacité à avoir de l'énergie au moment où on en a besoin, et qui embarque de facto une question importante autour de la gestion, je dirais, globale d'un système complètement couplé, pour gérer l'intermittence avec des capacités de stockage, avec des réseaux intelligents, etc. Et donc tout ça, ça définit un peu, je dirais, finalement les grandes lignes de la transition énergétique, autour de, évidemment, la sobriété et l'efficacité énergétique, qu'il ne faut pas oublier, qui doit être un driver important. Le développement des énergies décarbonées, qui comprend à la fois le nucléaire et les renouvelables, et qui vont embarquer avec elles des besoins en ressources minérales importantes, mais aussi, n'oublions pas, le développement des réseaux intelligents et des capacités de stockage, qui elles aussi vont emmener et embarquer des besoins en ressources minérales importantes. Et donc c'est bien le couplage de l'ensemble de ces moteurs qui aujourd'hui va nous amener, comme vous allez voir dans un instant, à des besoins en métaux qui sont significatifs. Alors, il existe beaucoup de rapports sur le sujet. Évidemment, c'est assez difficile d'en faire la synthèse exhaustive, donc je me suis borné à prendre un rapport qui fait référence, qui est celui de l'Agence internationale de l'énergie, qui date de 2022, si je ne me trompe pas, dans lequel on a des données qui sont assez représentatives. Premier point, regardons un peu en termes de production énergétique,
Donc c'est la partie basse de la figure, sur les 6 barres qu'on voit donc sur la partie basse, on a la présentation finalement des ressources minérales qui sont embarquées dans chacun des moyens de production énergétique par mégawattheure installé. En premier commentaire, je parle bien par mégawattheure installé, pas par mégawattheure produit. Donc vous corrigez ça du facteur d'intermittence si jamais vous le voulez sur le kilowattheure que vous pouvez réellement utiliser sur le réseau. Deuxième point, vous voyez que très clairement, les moyens décarbonés qu'on cherche à déployer sont des moyens qui sont très demandeurs, très gourmands, très intensifs en métaux. Si on compare par exemple entre le charbon qui représente aujourd'hui la principale source de production à l'échelle mondiale et les éoliennes offshore qui sont celles qui sont développées très largement ou qu'on souhaite développer très largement, on voit qu'on a un facteur 6, donc 6 fois plus de métaux nécessaires pour produire un mégawattheure installé. Si vous corrigez par un facteur d'intermittence qui va être aux alentours de 2 pour l'éolienne offshore, on est sur un facteur 12, donc c'est tout à fait significatif, c'est supérieur à un ordre de grandeur. Et ce qu'on voit aussi, mais que je ne vais pas détailler, c'est que les couleurs ne sont pas les mêmes. Chaque couleur, c'est un métal différent. Donc non seulement on augmente la quantité, mais on augmente aussi la diversité des métaux dont on va avoir besoin. Vous voyez que le nucléaire, j'en profite pour mentionner, se positionne évidemment de manière tout à fait intéressante dans ce paysage, dans la mesure où ses besoins en métaux sont nettement moindres que ce qu'on peut avoir sur les renouvelables éoliens et photovoltaïques, sans parler du fait évidemment que tout ça doit être corrigé par le fait qu'il n'y a pas de facteur d'intermittence, c'est la capacité à produire qui est beaucoup plus importante. Deuxième chose, c'est quand vous regardez sur les usages, partie haute de la figure, on va retrouver beaucoup le même type de changement. Entre un véhicule conventionnel thermique aujourd'hui et un véhicule électrique, là aussi vous avez à peu près 6 fois plus de métaux dans un véhicule électrique. Et donc si vous voulez déployer le même parc de véhicules complètement électrifiés, il va vous falloir mobiliser 6 fois plus de métaux, avec évidemment tout ça pose une question prégnante sur laquelle on va aborder au cours de cette intervention sur comment est-ce qu'on peut répondre à cette demande. Alors quand on combine tout ça, ça amène à évidemment des figures qui présentent une forte augmentation des besoins en métaux, à la fois sur des métaux historiques, le cuivre par exemple, qui est présent finalement depuis les débuts de l'humanité, et à la fois sur des métaux nouveaux, dont on n'avait pas spécialement l'usage jusqu'à maintenant, en tout cas sur des usages très annexes, par exemple le lithium. Et vous avez ici une longue présentation de l'augmentation des besoins annuels estimés en 2040 par rapport à 2020, donc sur les principaux métaux de batterie. Vous voyez que le lithium, on parle d'un facteur 40, le graphite, cobalt, nickel, on va dire dans de grandeur autour d'un facteur 20, et les terres rares qui sont plutôt, pour le coup, sur les aimants permanents dans les éoliennes ou les moteurs électriques, d'un petit ordre de grandeur, mais dans tous les cas, c'est des augmentations évidemment tout à fait conséquentes. Alors, ce qu'on dit ici sur quelques métaux emblématiques qui sont un peu les porte-flambeaux qu'on trouve d'ailleurs dans tous les articles, il faut bien s'imaginer qu'en fait le paysage est beaucoup plus complexe, et vous avez ici un peu l'ensemble des éléments qu'il faut mobiliser pour la transition énergétique. Je ne vous ferai pas, évidemment, je ne vais pas commencer à les détailler tous un par un, mais vous voyez qu'on en a besoin pour la connectique, pour des problèmes de transport d'électricité, des problèmes donc des besoins sur le photovoltaïque, donc tout ce qui est semi-conducteurs, sur donc les aimants permanents, etc. Ça mobilise pas loin de, effectivement, la moitié du tableau de Mendeleïev avec des usages variés et des quantités qui vont augmenter de manière assez considérable. Alors ça, c'est évidemment la première partie du paysage. Il faut bien s'imaginer, je l'ai dit en introduction, non seulement il faut qu'on produise de l'énergie, de l'électricité, puisqu'on va vers un monde qu'on veut électrifier, mais il faut aussi qu'on la stocke, il faut aussi qu'on régule l'équilibre offre-demande avec des réseaux intelligents. Et donc en fait, de manière concomitante à cette transition énergétique, on a une transition numérique qui est en partie, je dirais, drivée et nécessaire à la transition énergétique. Or, le numérique est aussi un monde qui est très riche en métaux. On a l'impression que nos smartphones, dont on est tous, j'imagine, friands, sont des objets qui nous permettent d'être virtuels, et en fait, ils sont quand même pas très virtuels, puisqu'ils requièrent un réseau Internet de plus en plus dense, qui, je rappelle, repose avant tout sur un réseau physique. La part satellitaire reste très très minoritaire sur les échanges de données. Et donc derrière ces fibres optiques, vous avez des éléments de dopage, vous avez des conducteurs, et tout ça, ça contribue évidemment aux besoins en ressources minérales. On est amené à produire et à stocker et à exploiter des quantités de données qui augmentent de manière considérable. Vous avez ici une petite figure qui vous montre l'augmentation en zettabytes des données stockées entre 2015 et 2020. On est donc sur une croissance qui est extrêmement importante, puisque ça a été multiplié par 3. Vous imaginez que si on continue sur ces pentes-là, derrière chacun de ces
bytes de données, il vous faut évidemment des semi-conducteurs, il vous faut des disques durs, il vous faut des serveurs, et donc tout ça, c'est pas anodin du tout en termes de ressources. Nos objets connectés sont eux-mêmes riches en métaux. J'ai coutume de rappeler que les téléphones que vous avez les uns et les autres dans les mains sont plus riches que la plupart des minerais qu'on va aller chercher dans le sous-sol. C'est quelque chose de tout à fait conséquent, y compris sur des métaux nobles comme l'or ou l'argent. Et puis enfin, le numérique, c'est de l'électricité, hein, donc c'est l'énergie. Aujourd'hui, on estime que c'est 4 à 5% de l'énergie mondiale. Certains experts pensent que ça pourrait monter à l'échéance de quelques décennies, enfin même d'une décennie à pas loin de 20% de l'énergie mondiale, ce que vous voyez sur la figure qui est là. Alors certains trouvent que c'est exagéré, si on fait du quantique de manière plus rapide, on aura moins de besoins énergétiques, etc. Donc ce n'est pas les chiffres en tant que tels qu'il faut retenir, c'est la tendance. Quoi qu'il advienne, on va vers des besoins qui sont croissants. Et comme l'énergie, on a dit que même ça faisait appel à des métaux, ben, vous voyez, tout ça, ça se combine et ça va vers évidemment une demande qui est extrêmement forte. Et quand vous combinez les deux, ben, voilà un peu à quoi on arrive, c'est-à-dire que s'aperçoit que finalement, les éléments dont on a besoin pour la transition énergétique, qui sont ici en bleu et que je vous avais présentés précédemment, ben, ils se recoupent assez largement avec ceux dont on a besoin pour la transition numérique, qui sont en vert. On a à peu près les 2/3 des éléments qui sont bleus, qui sont similaires, enfin qui sont conjoints aux deux transitions, et puis bon an, mal an, on couvre pas loin des 2/3 ou 3/4 du tableau de Mendeleïev. Et je suis bien persuadé que si on se revoit dans une dizaine ou une quinzaine d'années, on ne sera pas loin de couvrir l'ensemble du tableau de Mendeleïev, parce que voilà, on va vers des matériaux de plus en plus spécifiés, avec des usages qui requièrent évidemment des dopages, des spécifications de plus en plus fortes. Donc tout ça, ça amène évidemment je dirais, à l'équation de base, si vous permettez, finalement, du défi qu'on a devant nous, hein, et qui est quand même très structurant, qui est que finalement, sous l'effet de cette transition énergétique, de cette transition numérique, et n'oublions pas du développement aussi d'un certain nombre de pays en termes de croissance économique, hein, qui, à minima, sans rentrer dans le débat croissance versus décroissance, de toute façon aspirent à juste titre à rejoindre nos modes de vie, conduisent à évidemment une explosion des besoins en ressources minérales, en termes de quantité, en termes de qualité, de diversité, de niveau de pureté qui est requis. Et donc tout ça, évidemment, c'est, je dirais, un moteur extrêmement important sur les transformations qu'on est en train de vivre, sur donc toute l'industrie extractive et derrière l'industrie de transformation sur laquelle on va avoir l'occasion de revenir. Donc voilà un peu, je dirais, pour rappeler le défi qui est devant nous, avant maintenant de regarder quelles sont les spécificités finalement de ces chaînes de valeur mondialisées et complexes qui nous permettent de répondre à ces demandes importantes. Alors, on pourrait raconter plein de choses sur comment est-ce qu'on construit les chaînes de valeur, comment on identifie les ressources, comment on s'approvisionne. L'idée ici n'est pas de faire de vous des spécialistes de l'exploration du marché des métaux, mais plutôt de vous mettre le doigt sur 2-3 points qui sont assez structurants pour une pensée systémique et qui, me semble-t-il, est important de vraiment garder en tête. Le premier, c'est que, assez classiquement, et la presse grand public n'y échappe pas, on parle de la mine, on parle de la batterie, et on oublie qu'entre les deux, il y a toute une chaîne de transformation qui peut être extrêmement importante. Et vous voyez ici sur une illustration sur des batteries qui étaient vendues en Europe, où on estimait qu'entre finalement le moment où on a sorti le lithium du sous-sol et le moment où vous démarrez pour la première fois votre véhicule, votre lithium il a déjà fait 50 000 km. Parce qu'il est parti aux États-Unis pour se faire transformer, au Japon pour fabriquer la cathode, puis en Corée, puis en Chine, etc. Tout ça pour dire qu'on est sur des chaînes de valeur qui sont extrêmement complexes, et c'est ce que représente aussi la partie haute du transparent sur la gauche ici, qui est donc une sorte d'illustration des flux de matière concernant le lithium, dont je précise tout de suite que c'est un des cas les plus simples. Donc vous voyez que ce qui rentre sur la gauche, c'est ce qu'on a sorti du sous-sol, donc sous différentes formes chimiques, et puis au fur et à mesure qu'on va se décaler vers la droite, on transforme cette matière. Vous voyez qu'à chaque fois il y a des petits drapeaux différents au-dessus parce que c'est jamais dans le même pays, donc à chaque fois on se balade. Et puis il faut savoir que le lithium dont on a besoin pour faire des batteries, c'est juste le petit flux qu'on a en haut à droite ici. Donc tout ça pour vous dire que on a un marché des chaînes de valeur qui sont extrêmement complexes et que si on ne comprend pas ça, on a des raisonnements qui peuvent être totalement erronés. Également pour mentionner que la création de valeur qu'on a au niveau de l'extraction, qui est vraiment la partie de départ, là, ce qu'on sort du sous-sol, est assez faible.
Et donc ça conduit assez naturellement les pays à vouloir se décaler de plus en plus vers la droite de la figure pour capter une partie plus importante de la création de valeur, dans une logique de développement, et on ne pourra pas le reprocher. Et donc, on y reviendra tout à l'heure, mais avec des pays qui ont pris des positions clés sur des étapes intermédiaires, et autrement dit, maîtriser nos chaînes d'approvisionnement, c'est pas maîtriser la mine uniquement, c'est aussi maîtriser parfois, voire peut-être surtout, les étapes de transformation. Et donc, c'est concomitant aux questions de réindustrialisation et de reconquête industrielle. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que beaucoup des éléments qui nous intéressent sont pas extraits pour eux-mêmes du sous-sol. C'est-à-dire, en clair, c'est des éléments secondaires dans un gisement. Il y a un minéral porteur ou un métal porteur qui est plus important et qui va en fait justifier l'ouverture d'une mine. Et au passage, on récupérera l'élément qui nous intéresse. Mais tout ça, ça conduit à des choses qui sont assez complexes parce qu'en fait, ce qui va gouverner l'ouverture d'une mine sur tel ou tel métal, c'est pas en fait le marché de ce métal, c'est souvent le marché de ce qu'on appelle le métal porteur. Alors si on prend un exemple d'actualité, parce que vous savez que la Chine a décidé de potentiellement restreindre ses exportations de gallium, vous voyez que le gallium, par exemple, il est ici comme produit à partir, comme élément avec le métal porteur qui est l'aluminium, et donc ça veut dire que le marché du gallium, alors il y a d'autres voies, mais c'est sa voie principale, il va être gouverné par le marché de l'aluminium. Si pour une raison X ou Y, vous arrêtez de produire de l'aluminium, vous réduisez la production d'aluminium, vous n'aurez plus de gallium, même si les usages sont radicalement différents. Et ça, c'est quelque chose qui est très notable, et on a des éléments très importants, et j'allais dire célèbres, par exemple le cobalt. Il n'y a pas de mine de cobalt. On a des mines de nickel dans lesquelles on peut sortir du cobalt, on a des mines de cuivre dans lesquelles on peut sortir du cobalt, on n'a pas de mine de cobalt. Donc il se trouve beaucoup de chance, j'allais dire, finalement ces trois éléments, on va les retrouver à peu près dans les mêmes marchés de la batterie, etc. Mais ça pourrait être sur des marchés totalement disjoints. Et on a un très bon exemple sur des marchés disjoints, c'est le seul métal que sur lequel la France joue un rôle important, c'est l'hafnium, qui sert pour la microélectronique notamment, et puis pour d'autres applications. Et en fait, l'hafnium, c'est un élément d'impureté du zirconium. Je vous ai dit dans l'exposé précédent qu'on maîtrisait le zirconium. On a une industrie nationale souveraine qui marche chez bien, et donc on produit 75% de l'hafnium mondial. Imaginez qu'on arrête le nucléaire, on arrêterait l'hafnium. Comment on fera pour faire des semi-conducteurs et pour faire des circuits imprimés? Aucune idée. Ça pour vous dire, voilà, on a des couplages, on a une inélasticité qui est extrêmement importante, et ça c'est quelque chose qui est structurant. Et vous avez ici à nouveau sur ce tableau de Mendeleïev, je dirais la manière dont se positionnent nos éléments d'intérêt. Vous voyez que tous ceux qui sont, plus l'élément est rouge, plus c'est un élément qui est finalement qui accompagne un métal porteur, et donc le marché est décorrélé finalement de son propre besoin. Donc une grande complexité des chaînes de valeur, une grande difficulté à prédire la manière dont tout ça va évoluer, sans parler du fait que tous ces métaux ne sont pas forcément des métaux cotés. Alors, quels sont aujourd'hui les producteurs de critical raw material, comme on dit en anglais, donc de métaux critiques, donc vous avez là une photographie, on va dire, de la situation actuelle. Bon, je crois que le premier point qui saute aux yeux, c'est évidemment que la Chine se taille la part du lion. C'est un peu l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Sur beaucoup de métaux, on verra dans un instant qu'on est très fortement dépendant de ce pays-là. Et puis après, on voit que effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des pays qui sont en position, non pas de monopole, mais en tout cas de maîtrise d'une part importante du marché. Mais ça se joue élément par élément. Vous avez par exemple la République démocratique du Congo. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est 60% du cobalt mondial. Vous avez le Brésil, vous voyez, qui produit plus de 80% du niobium mondial. Vous avez l'Afrique du Sud, c'est plus de 60% des platinoïdes, etc. Donc même si on a, je dirais, une production qui est assez diversifiée, assez naturellement, à ce jour, on a quand même une concentration qui est apparue dans cette production. Encore une fois, ici, c'est bien la production actuelle, ce n'est pas les réserves existantes, qui sont bien différentes et en fait qui sont beaucoup plus diversifiées. Alors, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose du côté de l'Europe, et donc je vous apprendrai rien en vous disant qu'on a perdu notre souveraineté minérale. Alors je dis on l'a perdu parce qu'on l'a eu quand même pour partie à une certaine époque. En 85, il y avait à peu près 60% du marché mondial des terres rares qui sortaient de La Rochelle. Aujourd'hui, c'est 100% qui sort de Chine. Ça a été une volonté, je dirais, voilà, de désindustrialisation, de transfert vers des pays à bas coût de main-d'œuvre, à moins de contraintes environnementales pour tout un tas de raisons, mais sans forcément peser, sans doute à ce moment-là, les conséquences géopolitiques. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vous avez ici une liste de toute une série d'éléments.
Vous avez le pourcentage d'importation, vous voyez, pour tous ces éléments, on a 100% d'importation, et pour certains d'entre eux, c'est principalement de Chine qui apparaît ici en rouge. Donc évidemment une dépendance qui est extrêmement forte, avec des enjeux géopolitiques et stratégiques qui sont évidents. On se met en dépendance vis-à-vis de ces pays, avec des enjeux également éthiques, parce que ça veut dire qu'on exporte quelque part les impacts de ces activités dans ces pays et les contraintes plutôt que de les avoir dans notre propre pays. Et puis également, du coup, un point qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est qu'on a, pour beaucoup de nos citoyens, et sans doute les plus jeunes d'entre eux, on oublie que finalement nos modes de vie, tels qu'on en bénéficie aujourd'hui, nécessitent des activités extractives et minières, et que on ne les voit pas parce qu'évidemment on les a fait ailleurs, mais nos modes de vie n'existent pas sans mines. Et évidemment, aujourd'hui, on a quasiment plus de mines en France, c'est ce que je vous rappelle cette carte, où vous avez donc localisé les 7 ou 8 mines qui sont aujourd'hui encore en fonctionnement, principalement sur du sel ou sur de la bauxite, mais en tout cas, en aucun cas sur des métaux, elles ont toutes été fermées. Donc tout ça nous met effectivement dans une situation de dépendance assez forte. Voilà maintenant à l'échelle européenne aujourd'hui nos dépendances et nos importations. La liste que vous avez à droite, c'est nos niveaux de dépendance vis-à-vis de la Chine. Vous voyez quand même que la liste est longue, qu'on n'est pas sur des petits pourcentages. Pour beaucoup d'entre eux, c'est au-dessus de 80%. Donc évidemment, tout ça pose des questions en termes de souveraineté politique derrière qui sont extrêmement importantes. Et dans un instant, quand on parlera des solutions, je dirais, pour faire face à tout ça, un des enjeux, c'est évidemment de diversifier et de réduire nos dépendances vis-à-vis de tous ces pays. Alors, je ne peux pas ne pas faire un petit zoom sur la Chine, parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit non plus de leur sous-sol uniquement. C'est une vraie politique structurée, coordonnée de longue date. Certes, au départ, ils avaient pas mal de ressources minières dans le pays, dont ils ont profité. Mais assez vite, comme je vous l'ai mentionné précédemment, ils ont compris qu'ils avaient intérêt à remonter les chaînes de valeur, à relocaliser les industries de purification, de transformation dans le pays. Et aujourd'hui, sur les terres rares, par exemple, la Chine domine le marché mondial, non pas parce que les mines de terres rares sont chez eux, mais parce que 100% de l'industrie ou des usines qui permettent de séparer les terres rares l'eau sont en Chine. Donc on est bien sur un shift qui s'est fait de la mine vers l'industrie de transformation. Sachant que typiquement, ça c'est des industries qui pourraient être localisées ailleurs si tel était s'il y avait une volonté politique forte. Et évidemment, du coup, ça veut dire que, puisque c'est les étapes de transformation qu'ils maîtrisent avant tout, ils ont besoin de sécuriser des approvisionnements. Et donc tout ça, ça s'inscrit évidemment dans la fameuse Belt and Road Initiative, donc ce qu'on appelle les routes de la soie classiquement, qui les conduit à énormément investir, notamment sur les pays africains. C'est ce que vous voyez sur la carte en bas, tout ça c'est des investissements chinois en Afrique, avec beaucoup de ces investissements qui sont sur des ressources minières. Là, vous avez l'ensemble des ressources minières sur lesquelles il y a eu un investissement chinois en Afrique. Et vous voyez que la liste est longue et que ça couvre quand même une bonne partie du territoire. Donc un rôle central de la Chine dans le débat. On ne peut pas parler aujourd'hui de chaîne de valeur et d'approvisionnement en ressources minérales sans parler du cas très particulier de la Chine. Dernier point, donc sur ces éléments un peu de compréhension globale, systémique, sur ce qui nous attend en termes d'adéquation offre-demande, tel qu'on peut aujourd'hui l'anticiper, avec tous les bémols qu'il faut prendre derrière ces exercices de style, si je peux me permettre l'expression, notamment lié au fait que, évidemment, la demande a un côté très subjectif et il est toujours un peu difficile d'intégrer les éventuelles évolutions technologiques qui peuvent intervenir. J'ai pris un cas très, très simple, qui est celui du cuivre, qui est sans doute un des cas sur lesquels on risque d'avoir des tensions assez rapidement. Donc ce que vous voyez sur la figure de gauche, c'est la capacité à produire par les mines en service pour la partie foncée et les mines en projet par la partie claire, comparé aux besoins tels qu'on les anticipe dans le cas où on ne fait que respecter les engagements de transition énergétique déjà pris, c'est la courbe orange, ou si on accélère sur la décarbonation, c'est la courbe rouge. Vous voyez très clairement qu'il y a un hiatus qui se crée, un déséquilibre assez rapidement, dès la fin de cette décennie, qui va croissant, et alors on pourrait se dire, on a épuisé les réserves de cuivre, c'est ce que certains journalistes un peu rapidement parfois disent. En fait, c'est pas ça du tout la question. Quand on regarde sur la partie droite, vous voyez la production annuelle qui se lit sur la partie la droite là, qui est aux alentours de 20 millions de tonnes, alors que les réserves aujourd'hui sont estimées à, j'arrondis, 750 millions de tonnes. Vous voyez, c'est pas une question de réserve.